Chapitre 10. L'enchantement commence à se rompre. Maintenant, nous devons retrouver Monsieur et Madame Castor et les trois autres enfants. Aussitôt que Monsieur Castor eut dit « Il n'y a pas un moment de perdre !» chacun se ficela dans son manteau, à l'exception de Madame Castor qui commença à ramasser les sacs, qu'elle posa sur la table en disant « Allez, Monsieur Castor, descends-moi ce jambon, et voici un paquet de thé, et voilà du sucre, et puis quelques allumettes. Et si quelqu'un veut bien sortir 2 ou 3 miches de pain du panier là-bas dans le coin... » Mais que faites-vous, Madame Castor ?» s'exclama Susan. « Je prépare un paquet pour chacun de nous, ma mignonne, » répondit-elle très calmement. « Vous n'imaginiez quand même pas que nous partirions en voyage sans rien apporter à manger. »« Mais nous n'avons pas le temps !» s'écria Susan en boutonnant le col de son manteau. « Elle peut arriver ici d'une minute à l'autre. »« C'est bien ce que je dis !» renchérit M. Castor qui était du même avis. « Allons donc, dit sa femme. Réfléchis bien, Monsieur Castor. Elle ne peut pas être là avant un quart d'heure au plus tôt. »« Mais ne vaut-il pas mieux prendre le plus d'avance possible ?» demanda Peter. « Si nous devons atteindre la table de pierre avant elle ?»« Il ne faut pas oublier cela, Madame Castor, dit Susan. Dès qu'elle sera ici et qu'elle aura découvert que nous sommes partis, elle s'en ira à toute allure. »« Certainement, acquiesça Madame Castor. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas arriver là-bas avant elle, car elle sera entre nous, et nous, à pied. »« Il n'y a aucun espoir ?» balbutia Susan. « Oh, voyons, ne vous tracassez pas, » répliqua Madame Castor, « mais prenez plutôt une demi-douzaine de mouchoirs propres dans ce tiroir. Mais bien sûr que si, nous avons un espoir. Nous ne pouvons pas arriver là-bas avant elle, mais nous pouvons rester sous le couvert des arbres et voyager par des chemins auxquels elle ne pensera pas. Ainsi, nous parviendrons peut-être à notre but. »« C'est vrai, Madame Castor, » approuva son mari, « mais nous devrions déjà être partis d'ici. »« Toi non plus, Monsieur Castor, ne commence pas à te faire de soucis, » gronda sa femme. « Voilà, c'est mieux, il y a 5 paquets, et le plus petit est destiné au plus petit d'entre nous. C'est vous, ma mignonne, » précisa-t-elle en regardant Lucy. « Oh, s'il vous plaît, venez » implora Lucy. « Bon, je suis presque prête maintenant, » répondit enfin Madame Castor. Elle laissa son mari l'aider à enfiler ses après-ski. « J'imagine que ma machine à coudre est trop lourde pour que nous l'emportions. »« Oui, en effet, dit M. Castor. Vraiment beaucoup trop lourde. Et tu ne penses tout de même pas que tu pourras t'en servir pendant que nous fuyons, je suppose. »« Je ne peux pas supporter la pensée que cette sorcière va tripoter ma machine, soupira Madame Castor. La casser ou la voler, ce qui est plus probable. »« S'il vous plaît, dépêchez-vous » crièrent les 3 enfants. Et, finalement, ils sortirent tous de la maison. M. Castor ferma la porte à clé. « Cela retardera un peu, dit-il. » Et ils se mirent en route, emportant à chacun un sac sur leurs épaules. Quand ils commencèrent leur voyage, la neige avait cessé de tomber, et la lune était apparue. Ils avançaient en file indienne. En tête, M. Castor, puis Lucy, puis Peter, puis Susan, et Mme Castor fermant la marche. M. Castor leur fit traverser le barrage en direction de la rive droite de la rivière. Puis, il les mena le long d'une sorte de sentier très accidenté qui passait parmi les arbres, tout près de la berge de la rivière. Les versants de la vallée, étincelant au clair de lune, les dominaient de chaque côté. « Il vaut mieux que nous restions le plus bas possible, dit-il. Elle sera obligée de rester là-haut, car on ne peut pas faire descendre un traîneau ici. » Vu à travers une fenêtre et du fond d'un fauteuil confortable, cela aurait été, certes, un spectacle assez beau à contempler. Et même dans la situation actuelle, Lucy, au début, prit plaisir à regarder autour d'elle. Mais comme il continuait à marcher, et marcher, et marcher, et que le sac qu'elle portait lui semblait de plus en plus lourd, elle commença à se demander comment elle aurait la force de continuer. Et elle cessa de regarder l'éclat aveuglant de la rivière gelée, et toutes ces cascades de glace, et les masses blanches des cimes des arbres, et l'immense lune éblouissante, et les étoiles innombrables. Il ne quitta plus des yeux les petites pattes courtes de M. Castor, qui avançaient à travers la neige, devant elle, comme si elle ne devait plus jamais s'arrêter. Puis, la lune disparut, et la neige se remit à tomber. À la fin, Lucy était si fatiguée qu'elle marchait en dormant debout. Mais tout à coup, elle se rendit compte que M. Castor, s'écartant de la rivière, avait viré à droite, et que, par une pente raide, il les conduisait vers un taillis
extrêmement épais. Et puis, s'éveillant complètement, elle s'aperçut qu'il venait disparaître au fond d'un petit trou, creusé dans le talus, qui était presque entièrement camouflé par des buissons et que l'on découvrait seulement à l'instant où l'on marchait dessus. Le temps qu'elle comprenne ce qui se passait, il n'y avait plus que la petite queue courte et plate de M. Castor qui dépassait du trou. Lucy se baissa immédiatement pour ramper derrière lui. Puis elle entendit dans son dos le bruit d'une bousculade, des halètements et des soupirs essoufflés. Et en un instant, ils se retrouvèrent tous les 5 à l'intérieur. « Où sommes-nous » demanda la voix de Peter, qui, dans l'obscurité, avait une sonorité pâle et fatiguée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par une voix à la sonorité pâle. C'est une vieille cachette que les castors utilisent en période de danger, expliqua M. Castor. Une cachette très secrète. Elle n'est pas très confortable, mais il faut absolument que nous dormions quelques heures. Si vous n'aviez pas fait tant d'histoires au moment de partir, j'aurais apporté quelques oreillers, remarqua Mme Castor. C'était pas du tout une jolie caverne comme celle de M. Tomnos, estima Lucy. Mais juste un trou, bien sec, creusé dans la terre. Il était fort étroit, et pour cette raison, lorsqu'ils y furent tous étendus, ils formèrent ensemble un gros paquet de fourrures et de vêtements, et serrés ainsi les uns contre les autres, réchauffés par leur longue marche. Ils se sentirent vraiment assez confortables. Si seulement le sol de la caverne avait été un peu plus moelleux. Madame Castor tendit à la ronde dans l'obscurité une petite gourde, à laquelle chacun but un liquide qui faisait tousser et cracher, et qui piquait la gorge, mais qui, en même temps, procurait une délicieuse sensation de chaleur après qu'on l'eut avalé. Puis tout le monde s'endormit profondément. Il sembla à Lucy qu'une minute seulement s'était écoulée, alors qu'en réalité il s'était passé des heures, lorsqu'elle s'éveilla, en ayant un peu froid, de terribles courbatures et un grand désir de prendre un bain brûlant. Puis elle sentit de longues moustaches lui chatouiller la joue et aperçut une lumière froide qui filtrait par l'ouverture de la caverne. Un instant plus tard, elle se sentit complètement réveillée et vit que les autres l'étaient également. Ils s'étaient tous assis, la bouche bée et les yeux écarquillés, et ils écoutaient un bruit, qui était justement le bruit auquel ils n'avaient cessé de penser. Pendant qu'ils marchaient la nuit précédente, et que parfois même ils avaient imaginé entendre. C'était, en fait, un tintement de clochette. Dès qu'il l'entendit, M. Castor sortit de la grotte comme un éclair. Vous trouvez sans doute, comme Lucy le pensa quelques instants, que c'était complètement stupide d'agir de la sorte. Mais en fait, c'était très raisonnable. M. Castor savait qu'il pouvait monter jusqu'au sommet de la berge, parmi les buissons et les ronces, sans être vu. Et il voulait absolument voir de quel côté se dirigeait le traîneau de la sorcière. Les autres attendaient, dans l'incertitude, assis au fond de la grotte. Leur attente dura 5 minutes environ. Puis, ils entendirent quelque chose qui les effraya énormément. Ils entendirent des voix. « Oh, pense à Lucy, il a été vu, elle l'a attrapé !» Quelle ne fut pas leur surprise lorsque, quelques instants plus tard, ils reconnurent la voix de M. Castor, qui les appelait depuis l'entrée de la grotte. « Tout va bien !» criait-il. « Sors, Madame Castor, sortez, fils et filles d'Adam. Tout va bien, ce n'est pas elle. » Alors, Madame Castor et les enfants sortirent en se bousculant à la grotte, clignant des paupières devant la lumière du jour, les yeux encore bouffis de sommeil. Ils étaient tous saupoudrés de terre, chiffonnés et complètement décoiffés. « Venez !» cria M. Castor, qui dansait presque de joie. « Venez voir! C'est un mauvais coup pour la sorcière! On dirait que son pouvoir commence à s'effriter. »« Que voulez-vous dire, M. Castor ?» demanda Peter en haletant, tandis qu'ils gravissaient ensemble la pente abrupte de la vallée. « Ne vous avais-je pas dit, répondit M. Castor, qu'elle faisait durer toujours l'hiver, mais que Noël n'arrivait jamais? Vous l'avais-je pas dit?
Eh bien, venez voir. Ils arrivèrent tous au sommet et ils virent. C'était un traîneau. Et c'étaient des reines, avec des clochettes sur leur harnais. Mais ils étaient beaucoup plus grands que les reines de la sorcière. Et au lieu d'être blancs, ils étaient bruns. Et sur le traîneau était assis quelqu'un que chacun reconnut immédiatement. C'était un homme immense, vêtu d'une robe d'un rouge vif et brillant, semblable à celui des boules de houx, avec un capuchon doublé de fourrure et une grande barbe blanche qui tombait comme une cascade écumeuse sur sa poitrine. Chacun le reconnut, parce que s'il faut aller à Narnia pour rencontrer des gens comme lui, on voit des images d'eux, et on entend raconter des histoires à leur sujet, même dans notre monde. C'est-à-dire dans le monde qui est de ce côté de la porte de l'armoire. Et quand on les voit réellement à Narnia, c'est un peu différent. Les images du Père Noël dans notre monde lui donnent seulement l'air comique et amusant. Mais maintenant que les enfants le contemplaient, effectivement, ils le trouvèrent autre. Il était si grand, il paraissait si heureux et si vrai qu'ils cessèrent tous de parler. Ils se sentirent très heureux, mais aussi très graves. « J'ai fini par venir, dit-il. Il y a longtemps qu'elle m'empêche d'entrer. Mais je suis parvenu, enfin. À cela n'arrive. Le pouvoir magique de la sorcière est en train de s'affaiblir. » Et Lucy se sentit parcouru par ce profond frisson de joie que l'on éprouve seulement quand on est grave et silencieux. « À présent, dit le Père Noël, voyons vos cadeaux. Pour vous, Madame Castor, voici une nouvelle machine à coudre, plus perfectionnée que l'ancienne. Je la déposerai dans votre maison en passant. »« C'est trop aimable, monsieur, dit Madame Castor en faisant une révérence, mais la porte est fermée à clé. »« Ni les serrures, ni les verrous ne me dérangent, affirma le Père Noël. Quant à vous, monsieur Castor, lorsque vous rentrerez dans votre maison, vous trouverez votre barrage terminé, réparé, toutes les fuites colmatées et une nouvelle écluse installée. Monsieur Castor était si content qu'il ouvrit une large bouche et puis ne sut plus quoi dire. « Peter, fils d'Adam, appela le Père Noël. « Présent, monsieur, dit Peter. Voici tes cadeaux, fut la réponse. Ce ne sont pas des jouets, mais des outils. Le moment de s'en servir est peut-être très proche. Prends-en soin. » À ces mots, il lui tendit un bouclier et une épée. Le bouclier était de couleur argent. En travers, il y avait un lion rampant d'un rouge éclatant, aussi rouge qu'une fraise mûre au moment où on l'accueille. L'épée avait une garde en or, un fourreau, un ceinturon et tout ce qui était nécessaire. Elle était de la bonne taille. Elle avait juste le bon poids pour que Peter puisse la manier aisément. Peter était silencieux et grave en recevant ces présents, car il sentait que c'était un cadeau extrêmement important. « Susan, fille d'Ève, dit le Père Noël, voici pour toi. » Il lui tendit un arc et un carquois rempli de flèches, ainsi qu'une petite trompe en ivoire. « Tu ne dois te servir de l'arc qu'en cas de grande nécessité, recommanda-t-il, car je ne tiens pas à ce que tu combattes. Il manque rarement son but. Quand tu porteras cette trompe à tes lèvres et que tu en sonneras, eh bien, où que tu sois, je pense que, d'une manière ou d'une autre, tu recevras de l'aide. » Et enfin il dit, « Lucy, fille d'Ève. » Et Lucy avança. Il lui remit une petite bouteille qui paraissait être en verre, mais des gens prétendirent plus tard qu'elle était taillée dans du diamant, et un petit poignard. « Dans cette bouteille, dit-il, il y a un cordial, fait avec le suc de l'une des fleurs de feu qui poussent dans les montagnes du soleil. Si toi ou l'un de tes amis êtes blessé, quelques gouttes de ce liquide vous rétabliront. Et le poignard te servira à te défendre en cas de danger extrême. Car toi non plus, tu ne dois pas te trouver dans la bataille. » «
Pourquoi, monsieur? Demanda Lucie. Je me trompe peut-être, mais je pense que j'aurais suffisamment de courage. Ce n'est pas la question, dit-il. Mais les batailles sont très laides quand les femmes combattent. Et maintenant, soudain il eut l'air moins grave. Voici quelque chose pour tout de suite, et pour vous tous. Il sortit, je suppose du grand sac qu'il portait sur le dos, mais personne ne vit exactement ce qu'il fit. Il sortit donc un grand plateau, sur lequel étaient disposées 5 tasses avec leur soucoupe, une coupe remplie de morceaux de sucre, une jatte de crème et une énorme théière bouillante dont l'eau chantait. Puis il s'écria « Joyeux Noël! Vive le roi! » Il claqua son fouet et disparut, avec ses rênes et son traîneau, avant même que quiconque ait compris qu'il était parti. Peter venait de tirer son épée du fourreau. Il la montrait à M. Castor lorsque Mme Castor s'écria « Voyons, ne restons pas plantés là jusqu'à ce que le thé soit froid. Comme des hommes. Oh. Venez m'aider à descendre ce plateau dans la grotte. Et nous allons prendre notre petit déjeuner. Heureusement que j'ai pensé à apporter le couteau à pain. » C'est ainsi qu'ils redescendirent la pente raide et retournèrent dans la grotte. M. Castor coupa du pain, du jambon et fit des sandwichs, tandis que Mme Castor versait le thé, et chacun savoura pleinement ce bon moment. Mais bien avant que les réjouissances ne soient terminées, M. Castor déclara « Il est temps de continuer notre route maintenant.